Salut à tous et à toutes, merci de nous rejoindre. Les grandes puissances sont en mouvement et l'actualité mondiale connaît de nouveaux développements. Je suis Erlich Dorelas. Voici le grand journal sur Swag Radio. Énergie, le flow, l'attitude. Swag Radio on air avec du style depuis le studio de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Il ne faut pas oublier de passer la commande Alexa chez vous pour écouter Swag Radio. Alexa, open Swag Radio. Swag Radio avec vous, pour vous, chez vous, tous les jours. Tout de suite, voici les infos. Guerre au Moyen-Orient. Notre volonté est sans limite sur Pete Hegseth, alors que mardi marquait le 11e jour de la guerre au Moyen-Orient. Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a fait le point sur la situation depuis le Pentagone. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Alors que ce mardi marquait le 11e jour de la guerre au Moyen-Orient, le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a fait le point sur la situation depuis le Pentagone. Si un peu plus tôt, le président américain Donald Trump avait déclaré qu'il s'attendait à ce que la guerre se termine très bientôt, Pete Hegseth a annoncé des frappes plus intenses contre le pays, avec selon ses mots plus de bombardiers et des renseignements plus précis que jamais. And from the beginning, from this podium, we haven't stated how long it will take. Our will is endless. Ultimately, the president gets to determine the end state of those objectives, right? But what he's said continually, and I want the American people to understand, is this is not endless, it's not protracted, we're not allowing mission creep. Dans le même temps, le chancelier allemand Friedrich Merz a fait part de ses inquiétudes face à l'absence apparente de stratégie de sortie de guerre contre l'Iran. Die Vereinigten Staaten und Israel führen seit über einer Woche einen Krieg gegen den Iran. Viele dieser Ziele teilen wir. Doch mit jedem Kriegstag stellen sich mehr Fragen. Vor allem besorgt uns, dass es offensichtlich keinen gemeinsamen Plan gibt, wie dieser Krieg schnell zu einem überzeugenden Ende gebracht werden kann. De récents sondages confirment une division marquée de l'opinion publique américaine sur l'intervention militaire contre l'Iran, principalement selon des lignes partisanes, avec une opposition au conflit plus importante que son approbation. L'Iran ne tombera jamais. Esmaili Bagayi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré à China Media Group CMG que les récentes frappes militaires américaines et israéliennes contre l'Iran constituaient un acte d'agression. Écoutons les détails dans ce grand journal signé CGTN News. Je pense que c'est la manifestation d'une intimidation organisée à son paroxysme. Nous voyons cette guerre comme une guerre non seulement contre l'Iran, mais aussi une guerre contre le contrôle de l'énergie dans le monde, de manière à jouer leur jeu ultime contre ceux qu'ils voient comme leurs adversaires. Cela veut dire qu'ils n'ont aucun sérieux, aucune sincérité dans leur diplomatie. L'Iran est concentré à 100% sur la défense de sa souveraineté, de l'intégrité de son territoire et de sa dignité. Je pense que les États-Unis doivent être tenus responsables pour saper la paix et la sécurité mondiale pour exercer un chantage de façon aussi dévastatrice. Ils ont pris pour cible toutes les réserves et envoient de la fumée dans les airs qui est un poison. Et nous avons connu des pluies toxiques et tout le monde comprend que c'est une forme d'écocide, une atteinte contre l'environnement. C'est une guerre imposée par les deux plus grandes brutes du monde. Nous avons appris notre leçon des expériences passées et l'Iran ne pouvait pas se permettre de les laisser commencer une guerre à leur guise, de terminer une guerre à leur guise et ensuite recommencer. Les Iraniens ne l'accepteront pas. Nous avons payé un prix élevé pour ça. Je suis sûr que ces deux expériences terribles resteront dans les mémoires. Parlons du pétrole. Pour détendre le marché pétrolier, l'idée de lever certaines sanctions refait surface, évoquée par Donald Trump, sans préciser lesquelles. Bruxelles s'y oppose fermement, craignant que le pétrole russe en profite. Le récit est signé CGTN, fait plutôt BFM TV, dans ce grand journal. 5 types de sanctions américaines visent aujourd'hui le pétrole russe. Depuis 2022, les États-Unis interdisent l'entrée de pétrole brut, raffiné, de carburant ou encore de GNL russe sur leur territoire. Ils interdisent aussi les exportations technologiques d'extraction ou de raffinage. Les Américains ne peuvent pas non plus investir dans le secteur énergétique russe. Il existe aussi des sanctions secondaires contre les banques ou entreprises étrangères et un mécanisme de plafonnement des prix du pétrole russe. Autant de dispositifs qu'il n'est pas question d'assouplir, insiste le commissaire européen à l'économie, Valdis Dombrovskis. Nous devons continuer
continuer à exercer la plus grande pression possible sur la Russie, même avec l'envolée du prix du gaz et du pétrole. Nous savons que cela risque d'entraîner des recettes supplémentaires pour la Russie, donc nous devons absolument mettre en œuvre le plafond du prix du pétrole adopté par le G7. Pourtant, la semaine dernière, Washington a commencé à assouplir ses règles. Les États-Unis ont accordé une dérogation à l'Inde qui peut, pendant un mois, importer du pétrole russe, même si les navires sont bloqués par des sanctions. Un assouplissement qui ne serait que temporaire, le temps que la situation se stabilise dans le détroit d'Ormuz. Inquiétude aux États-Unis à cause du prix du pétrole. Les Américains s'inquiètent pour leurs factures. Presque 2 semaines après le début de la guerre en Iran, un plein d'essence coûte désormais 8 à 10 dollars supplémentaires. Le récit est signé France TV Info dans ce grand journal. C'est le dernier clip de la Maison-Blanche pour rassurer et exalter les Américains. Un montage à grand renfort de musique et d'intelligence artificielle, où se mélangent avions de chasse, mise en scène du commandant en chef et tirs de missiles. Le message montrait que le président maîtrise la situation malgré la flambée du pétrole qu'il cherche à tout prix à minimiser. Je savais que le prix de l'essence allait augmenter, mais je pensais qu'il augmenterait bien plus. Et personne ne s'attendait à ce que cette opération soit aussi vite couronnée de succès. Donald Trump veut croire que la crise ne durera pas longtemps. Son impact est pourtant déjà manifeste, notamment à la pompe, où il faut entre 8 et 10 dollars de plus qu'avant la guerre pour faire le plein. À notre micro, ces Américains sont inquiets. L'essence a tellement augmenté qu'on ne peut plus la payer. Je mets quelques dollars dans le réservoir parce que je n'ai plus les moyens de faire le plein. On pensait qu'avec ce président, il n'y aurait plus de guerre et que les prix de l'essence ne bougeraient plus. L'inquiétude gagne de nombreux secteurs de l'économie. L'aviation civile, où les prix des billets pourraient s'envoler, ou le transport de marchandises par bateau et par camion. Ce patron va très vite devoir augmenter ses prix. Le client qui payait 1 000 dollars pour une livraison devra bientôt payer 1 200 dollars. Et cela aura évidemment un impact sur les prix des marchandises qui seront mises en rayon. Hier, Donald Trump a affirmé que la guerre était presque terminée. Soulagé, Wall Street a clôturé sa journée dans le vert après des jours de dévissage. Le cours du baril de brut est repassé sous les 100 dollars. Mais selon les économistes, le temps presse pour Donald Trump. Aujourd'hui, la situation n'est pas bonne, mais elle est gérable. En revanche, si la guerre dure 2 ou 3 mois, alors l'impact sera bien plus significatif et le pays ira vers la récession. Donald Trump a été élu sur des promesses de redressement du pouvoir d'achat des Américains. Plus les prix s'envolent, plus le risque sera grand pour lui de perdre les élections de mi-mandat en novembre prochain, pourtant crucial pour la suite de son passage à la Maison-Blanche. Zoom sur la guerre dans le Moyen-Orient, Paul-Antoine Malice international. La montée des tensions militaires autour de l'Iran bouleverse déjà l'équilibre économique mondial. Au-delà des conséquences géopolitiques immédiates, ce conflit provoque une onde de choc sur les marchés énergétiques, notamment avec une forte hausse du prix du pétrole, ce qui inquiète les gouvernements, les entreprises et les consommateurs dans le monde. Paul-Antoine, analyste international, fait un vrai zooming sur la question sur RT dans ce grand journal. Bonsoir. Alors, aux dernières informations, Téhéran promet de miner le détroit d'Ormuz, en plus de la fermeture et des manœuvres qui sont opérées actuellement. Alors, quelles seront les conséquences à long terme de ces effets? Quels effets cela aura-t-il? Certains experts prévoient une augmentation du baril jusqu'à 200 dollars. Est-ce que vous partagez ces craintes? Ah oui, ça bien sûr. Après, il y a deux choses. Il faut que l'Iran, pour le moment, le détroit d'Ormuz est fermé, mais il faut que l'Iran arrive à continuer à le garder fermé pour que ces menaces soient réelles. Tant que les pétroliers mondiaux ne peuvent pas passer le détroit, la menace de l'Iran est réelle. Le jour où les pétroliers peuvent passer, parce qu'il y a une défense américaine ou parce qu'il y a une défense occidentale, alors les menaces de l'Iran là-dessus ne marcheront plus. Donc effectivement, tant que l'Iran arrive à faire pression et que le détroit d'Ormuz est fermé, dans ce cas-là, le prix du baril de pétrole va continuer d'augmenter. Il faut savoir que par exemple, juste pour l'Union européenne, l'Europe en général, 90%
du pétrole passe par le détroit d'Ormuz, et pas que le pétrole. Il y a aussi des porte-containers qui passent par le détroit d'Ormuz. Ils doivent faire donc un détour, ils ne sont pas obligés de passer par le détroit d'Ormuz, sauf que ce détour rajoute minimum 25% du prix sur la matière première, ce qui est gigantesque, et rajoute 2, 3, parfois 4 semaines d'acheminement pour aller en Europe. Donc, tant que le détroit d'Ormuz est fermé, oui, les prix ne vont faire qu'augmenter. Dans ce contexte, la diplomatie européenne, américaine et même russe et chinoise aussi s'active. Est-ce que vous pensez que, par exemple, sur les marchés européens, certaines énergies, certains produits comme le gaz liquéfié ou le pétrole pourraient être substitués par le gaz et le pétrole russe, peut-être à court terme, jusqu'à ce que une solution au conflit ukrainien ne soit trouvée. Apparemment, c'est ce que voudraient en tout cas la Hongrie et la Slovaquie. Est-ce que dans ce contexte, ils pourraient retrouver leur indépendance énergétique face à Bruxelles ? Et vous savez, l'Union européenne est une farce. Le pétrole qui est en Europe a toujours été russe. Voilà. Depuis 2014, depuis 2021, depuis 2022, le pétrole a toujours été russe. Il passe par l'Inde. Vous savez, depuis 2022, l'Inde est un exportateur de pétrole. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que l'Inde exportait du pétrole. La réalité, c'est que le pétrole russe passe par l'Inde, il est raffiné en Inde, il est ensuite vendu à l'Union européenne. L'Union européenne est lâche et l'Union européenne accepte ça, ce qui est bien pour certains pays, mais on ne veut pas arrêter avec le gaz russe parce qu'on en a besoin, ou avec le pétrole parce qu'on en a besoin. On n'a pas d'autre choix. 90% du pétrole qui vient en Union européenne vient de la Russie. Et ça veut dire que 90%, c'est-à-dire que des pays sont moins dépendants, comme la France par exemple, parce qu'on travaille notamment beaucoup avec l'Algérie et la Libye, mais des pays comme l'Allemagne ou comme la Pologne sont dépendants à 100%. Ils ne sont pas dépendants à 50%, à 60%, ils sont dépendants à 100%. Donc le pétrole russe a toujours continué de venir, il a juste eu, si je puis dire, une marque différente, donc ça ne changera pas. Ce qui va changer, c'est que le pétrole pour venir en Europe maintenant sera encore moins cher à faire venir pour la Russie et sera vendu encore plus cher parce que le cours du pétrole augmente pour la Russie. Donc ça veut dire que c'est 100% bénéfique à 2 points de vue pour la Russie. Est-ce que et évidemment 100% perdant. Forte hausse du pétrole, forte hausse des prix du pétrole et le détournement de l'attention de la guerre en Ukraine. La Russie de Vladimir Poutine est-elle le grand gagnant de la guerre au Moyen-Orient? Richard Latendresse fait le point sur TVA dans ce grand journal. Pendant que notre attention est monopolisée par cette guerre que les États-Unis et Israël livrent à l'Iran, Vladimir Poutine, lui, observe discrètement la scène avec, peut-on facilement imaginer, beaucoup de satisfaction. J'évoquais plutôt la conversation que les présidents américains et russes ont eue au cours de la journée. Reste que cette nouvelle guerre au Moyen-Orient représente, au moins à court terme, pour Moscou, une immense opportunité. Grâce en premier lieu à l'argent du pétrole. On le sait, avec les attaques et les menaces autour du détroit d'Ormuz qui ont fait grimper le prix du baril de pétrole jusqu'à près de 120 $ à certains moments, il s'agit d'une manne franchement inespérée pour le Kremlin. La Russie étant l'un des plus grands exportateurs d'énergie au monde, chaque hausse du prix du pétrole signifie tout simplement plus de revenus. Des revenus qui peuvent contribuer directement à financer la guerre que Moscou mène en Ukraine. Pour l'instant, on peut légitimement conclure que la Russie est l'un des grands gagnants économiques de cette crise énergétique. Mais Moscou y gagne aussi en bénéficiant du déplacement de l'attention mondiale. L'invasion de l'Ukraine avait dominé au cours des 4 dernières années les priorités militaires et diplomatiques des grandes capitales occidentales. L'ouverture d'un nouveau front majeur change la donne. Les États-Unis doivent maintenant répartir leurs ressources militaires entre 2 crises majeures. Et dans ce sens, je dois répondre oui à Danny qui me dit via Instagram que Vladimir Poutine doit être mort de rire de voir les États-Unis dépenser leurs missiles en Iran. Ça en fait moins pour l'Ukraine, ça les affaiblit face à la Russie.
Moins d'armement, effectivement, c'est moins de missiles et tout simplement moins d'importance stratégique accordée par Washington à la guerre en Ukraine. Ça n'augure effectivement rien de bon pour Kiev. La Russie, à court terme, va aussi profiter du chaos que pourrait engendrer une guerre contre l'Iran qui s'étirerait. Le risque de jour en jour, c'est que les alliés occidentaux soient de plus en plus divisés, que les prix de l'énergie continuent de grimper et que l'attention médiatique et diplomatique se détourne définitivement de l'Europe de l'Est. Pendant ce temps, on peut être assuré que le Kremlin va poursuivre ses opérations en Ukraine à l'écart des projecteurs. Ce qui est ironique, c'est que Moscou est un partenaire de Téhéran. Mais vous l'avez vu, et je vous en ai parlé, depuis le début des frappes américaines et israéliennes, la Russie s'est surtout contentée de protestations diplomatiques et d'aide discrète aux Iraniens pour cibler les forces américaines basées au Moyen-Orient. Une prudence qui s'explique simplement, le président russe ne veut pas s'enliser dans un second conflit. Il s'en tient, c'est ce qu'on comprend, à regarder la situation évoluer et à en récolter les bénéfices indirects. Naturellement, si cette guerre devait se prolonger et dégénérer en conflit régional majeur, elle pourrait aussi provoquer une instabilité économique mondiale qui finirait, immanquablement, par emporter aussi la Russie, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, dans cette nouvelle crise internationale, le Kremlin a quasiment tout à gagner. Plus d'attention accordée à l'Iran, moins de pression sur la Russie en Ukraine et moins de moyens militaires alloués aux Ukrainiens. Et un mot justement en terminant en réponse aux commentaires de Joanne qui s'avoue stupéfaite de la réponse de Volodymyr Zelensky à la requête de Donald Trump au sujet de la technologie anti-drone de l'Ukraine. Autant d'amabilité, écrit-elle, envers un homme qui n'a aucune parole et qui change d'allégeance plus rapidement que de sous-vêtements. Est-ce que Zelensky réalise à qui il a affaire? Qui sait s'il ne transmettra pas l'information à Poutine une fois que la guerre en Iran sera terminée? La réalité, Joanne, c'est que Volodymyr Zelensky n'a pas grand marge de manœuvre. Il ne peut pas se permettre de solliciter constamment les Européens et les Nord-Américains puis de dire non quand on a besoin de lui et de son pays. Par ailleurs, en se rendant nécessaire, indispensable presque avec cette technologie de drone développée dans le feu de l'action, les Ukrainiens prouvent au monde qu'ils ne constituent pas qu'une nation de victimes, mais une nation qui mérite d'être considérée avec respect par les Américains, les Européens et un jour peut-être les Russes. De rechef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio avec Ehrlich Dorelas, Swag Radio on Air avec du style. Écoutez Swag Radio 24h sur 24. Alexa, open Swag Radio, le son qui swag. Les infos sans cassure et sans bavure, c'est l'affaire de P-News. Info à la vitesse de la lumière. Sur Facebook et sur WhatsApp, P-News. Votre source numéro 1 en matière d'infos. Allez, à Brothers Café Créole, le place to be, la bonne cuisine haïtienne sans limite, au 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 294 1425. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Nous irons au Liban. À Tissahal multiplie les ordres d'évacuation sur fond de guerre avec le Hezbollah libanais. Alors que les tensions militaires continuent de s'intensifier au Moyen-Orient, l'armée israélienne à Tissahal a multiplié les ordres d'évacuation dans plusieurs zones proches de la frontière avec le Liban, dans un contexte d'escalade avec le mouvement chiite libanais Hezbollah. Une frontière nord sous haute tension depuis plusieurs jours. La situation sécuritaire s'est fortement détériorée le long de la frontière entre Israël et le Liban. Les échanges de tirs, les frappes aériennes et les tirs de roquettes se multiplient, alimentant la crainte d'un conflit régional plus large. Le récit est signé RT dans ce grand journal. Alors je suis ce soir à Beyrouth, mais ce matin encore j'étais à Rmeish, tout au sud du Liban, dans ce petit village chrétien entouré de villages chiites et qui a dû accueillir durant ces derniers jours de nombreuses familles qui venaient justement de ces villages chiites, qui ont trouvé refuge dans ce village chrétien. Mais voilà, dans la nuit, les autorités municipales ont reçu un message de la part des forces israéliennes demandant à ces déplacés chiites de quitter le village de Rmeish. Voilà pourquoi. Nous ne voulons pas que vous quittiez cette zone, mais votre présence est soumise à des conditions.
Si le Hezbollah reste présent, nous les frapperons et vous quitterez la zone. La responsabilité est sur vos épaules. Si quelqu'un contacte le Hezbollah, vous en assumerez les conséquences. On vous considère comme des amis et de la famille. Publiez ce message. C'est la position officielle de l'armée israélienne. J'ai reçu l'appel hier à minuit 30. Il a prononcé mon nom. Mokhtar Hassan Saïd Dermash. J'ai dit oui. Il a dit « Je suis Joseph, le porte-parole de l'armée israélienne ». Il m'a dit « Vous êtes au village de Rmeish. Si vous voulez rester au village, il y a une condition. Il est interdit de coopérer avec le Hezbollah et les personnes déplacées qui viennent de Yaroun, Benjbal, Aïtaroun. Il leur est interdit pour eux de coopérer ou bien d'entrer en contact avec le Hezbollah. Dans ces conditions, on doit prendre des mesures pour protéger notre village. On a prévenu les autorités compétentes, le gouvernement, les renseignements et l'armée, et on prendra les mesures nécessaires avec la commune. En d'autres termes, ce responsable israélien a fait savoir aux habitants de Rmeish, soit vous faites sortir ces habitants, ces déplacés chiites du village, soit votre village peut être menacé par des bombardements israéliens. Donc il n'y a pas vraiment le choix. En effet, ces Israéliens craignent que des éléments du Hezbollah fassent partie de ces populations chiites qui ont trouvé refuge à Rmeish. Et voilà donc ce que nous a dit le président de la municipalité. Il a dit regretter la situation, mais au final ne pas avoir véritablement le choix. C'est une décision imposée par les Israéliens. On ne peut pas le discuter ou le refuser. C'est de le faire. Et nous avons rencontré plusieurs de ces personnes déplacées, dont cette femme qui a déjà dû fuir son domicile en 2006, puis en 2023, 2024. Et là encore de nouveau, on l'a trouvée dans cette voiture chargée de matelas et d'affaires de première nécessité. Et ce soir, elle ne savait pas où elle allait dormir. Nous voulons rester ici, c'est chez nous. Nous ne sommes pour personne et nous n'appartenons à aucune communauté. Nous avions notre travail, nos affaires. On nous a dit que si nous restions ici, nous serions un danger pour Rmeish, qu'ils nous battraient et nous jetteraient dehors. Mais nous n'avons personne ici. Nous aimons Rmeish et ses habitants. Nous avons des amis à Rmeish. Nous ne soutenons aucun camp. Nous ne sommes pour personne. Et donc nous nous sommes joints à ce convoi pour quitter ce territoire de Rmeish, pour aller vers Beyrouth, vers le nord, vers la sécurité, car tout le sud du Liban, laissez-moi vous rappeler, c'est un territoire où des frappes israéliennes peuvent intervenir à tout moment. Nous avons donc profité de cette escorte de l'armée libanaise pour pouvoir quitter en sécurité ce petit village de Rmeish. Et on a traversé des zones extrêmement détruites, des villages chiites. On a pu voir des portraits de Nasrallah, des drapeaux du Hezbollah tout au long de notre route, et encore une fois de nombreuses destructions comme vous pouvez le voir sur ces images. C'était vraiment une expérience de suivre toutes ces voitures, cette longue colonne de voitures qui fuyaient, qui ont dû évacuer, partir de leur maison, fuir leur domicile sans savoir s'ils allaient pouvoir revenir un jour rapidement. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant cette évacuation de cette population civile, ces civils chiites qui vivent dans les alentours de cette frontière israélo-libanaise. Mais pour la suite, au Liban, ce sont donc 100 000 nouvelles personnes, 100 000 nouveaux déplacés par la guerre ces dernières 24 heures seulement. Au total, plus de 667 000 personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes sur le territoire libanais. C'est un chiffre qui nous a été donné par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Et il faut savoir que là, nous sommes de retour à Beyrouth, mais ce n'est pas forcément plus pacifique. Il y a encore eu aujourd'hui dans la journée cette banlieue sud de la capitale libanaise qui a été prise pour cible par des frappes israéliennes. Et au niveau politique, les dirigeants libanais et syriens ont dit s'entendre pour contrôler la frontière qui les sépare. Voilà donc ce que l'on peut dire de cette journée qui m'a fait revenir du sud Liban pour arriver à la capitale libanaise dans une situation humanitaire toujours aussi critique ici au Liban. Nous irons dans le sud du Liban. Des villages entiers se vident de leurs habitants. Coincés entre le Hezbollah et l'armée israélienne, ces Libanais deviennent réfugiés dans leur propre pays. Le nombre de déplacés dépasse les 700 000 personnes alors que les frappes israéliennes se poursuivaient mardi soir. Jean-François Bélanger s'est rendu dans un petit village chrétien dont toute la population a dû être escortée jusqu'à la capitale Beyrouth. Écoutons un reportage signé Radio-Canada dans ce grand journal. Une dernière messe, une dernière prière pour un voisin que tout le monde adorait. Sami Hafari, 70 ans, est mort dimanche,
fauché par l'aviation israélienne alors qu'il était en train de jardiner. Le maire du village d'Al-Mashab a tout vu. Il est inconsolable. Il était en train d'arroser sa laitue et ils ont bombardé sa maison. Un drone est arrivé et l'a réduit en pièces devant moi, dit-il. On a mis ses restes dans une couverture et on l'a mis en terre. Il n'y avait rien d'autre à faire. Alors, c'est sans le corps de Sami que s'est déroulé ce dernier au revoir. Car le drame s'est produit dans un tout petit village chrétien du sud Liban, situé à peine plus d'1 kilomètre de la frontière israélienne. Il a fait prendre conscience à ses résidents que leur situation, prise en étau entre Israël et le Hezbollah, était devenue intenable. Alors, la mort dans l'âme, ils se sont résignés à fuir. Nous ne sommes pas partis de bon gré, on nous a forcés à partir, précise le maire. C'était partir ou périr. Le maire a rassemblé tout le monde dans l'église d'Al-Mashab, a fait le tour du village pour s'assurer de ne laisser personne derrière et a formé un long convoi de 50 voitures transportant les 83 derniers résidents du village jusqu'à Beyrouth, escortés par des soldats de l'ONU. Après avoir tout fermé, j'ai jeté un dernier regard vers l'église et fait mes adieux au village, explique-t-il, avant de préciser « Je ne sais pas si je reverrai un jour ». Les forces israéliennes ont amorcé leur offensive terrestre sur le sud Liban dans le but avoué d'y établir une zone tampon. Alors, les habitants d'Al-Mashab réalisent que leur statut de déplacé risque fort de s'éterniser, car leur improbable village, situé trop près de la frontière, pourrait bientôt ne plus exister. Honnêtement, je pleure sans arrêt depuis hier à Boussara. C'est difficile de voir l'endroit où vous avez grandi, réduit en ruines. Les bombardements israéliens ont jusqu'ici jeté à la rue plus d'un demi-million d'habitants des villes et villages du sud du pays. Ceux qui le pouvaient sont allés rejoindre des membres de leur famille ailleurs, mais beaucoup se sont retrouvés dans des refuges improvisés, comme dans cette école de Beyrouth. Si les enfants se sont tout de suite sentis à l'aise dans la cour de récréation, les parents, eux, ont plus de mal à s'adapter à leur nouvelle situation. Jano Alaouieh vit à l'école depuis plus d'une semaine avec ses 5 enfants. Originaire d'Aïtaroun, un village chiite à un jet de pierre de la frontière, elle est habituée à la guerre, mais celle-ci lui semble particulièrement difficile. Nous sommes partis à 2h30 du matin parce que le village était sous d'intenses bombardements, dit-elle, et les enfants étaient effrayés. Les Israéliens disent combattre le Hezbollah, ajoute-t-elle, mais ils mentent. Ils combattent le Hezbollah et les populations civiles. Comme tous ici, elle s'accroche à l'espoir que son exil sera temporaire, absolument incapable d'envisager le contraire. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Beyrouth. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Le parti politique des journalistes VIP s'inscrit officiellement aux élections en Haïti. Une nouvelle formation politique fait son entrée sur la scène électorale haïtienne. Le parti politique des journalistes dénommé VIP officiellement débarqué au Cap pour procéder à son enregistrement vu des prochaines élections allant de la présidence à la République, jusqu'aux postes locaux, y compris les Kazakh. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Je dis à la parti politique VIP qui se voit des éléments patriotes, qui c'est une structure qui est composée majoritairement de journalistes. Nous avons imposé chaque jour plus dans la question vie politique haïtienne. Nous sommes un parti politique 2 mois avant le finissement mandat. KPTA, nous avons positionné pour un exécutif monocéphale avec seulement PM Alix Lizeme. Ça c'est la première grosse bataille que le parti politique VIP a remporté, monocéphale là. Nous avons signé un pacte national pour stabilité et organisation élection. Nous avons participé tout dans 2 rencontres. KEPA était organisé. Côté que nous avons fait sortir préoccupation nous. Et je dis à parti politique VIP qui c'est une force politique souterraine, nous venons inscrits dans KEPA parce que nous croyons
transition, il doit finir. Et VIP a bataille pour cette dernière transition qui fait dans le pays. Et ça fait aujourd'hui à VIP, malgré nous signer pacte là, malgré toute acquaintance que nous gagnons en tant que gouvernement, mais nous pas bataille pour poste. Parce que nous prenons un projet que nous gagnons comme journalistes. Et si il y a un groupe de monde qui est capable de résoudre le problème pays, il n'y a pas l'autre que nous-mêmes comme journalistes. Aujourd'hui, nous devons KEPA là, nous parler avec les partis politiques. Après nous là, nous allons dans le camp pour nous comment nous vivre. Nous allons dans le quartier populaire, nous allons dans l'hôpital. Nous sommes un groupe de monde qui est plus prêt pour nous connaître qui est jeune capable de défendre le pays. Aujourd'hui, nous-mêmes comme journalistes, nous disons, nous passons de la lettre à l'action. Nous passons de la dénonciation à la construction. Nous passons de la parole critique à la responsabilité politique. Nous passons de spectateurs à acteurs. Et aujourd'hui, à nous-mêmes, VIP, nous prêts pour nous prendre pouvoir et nous sommes force politique dans la bataille. Nous allons dans l'élection dans tout niveau. Deux présidents à... Nous irons dans le nord d'Haïti. Les forces de l'ordre ont mené une importante opération contre le banditisme. Dans le nord d'Haïti, selon les informations disponibles, 3 présumés membres des gangs lourdement armés ont été abattus par la police, tandis que 2 autres suspects ont été arrêtés au cours de l'intervention. L'opération menée par des unités de la police nationale d'Haïti PNH visait à démanteler un groupe criminel qui terrorisait plusieurs zones de la région lors de l'affrontement. Les agents ont également saisi plusieurs armes à feu, ce qui représente un coût important porté aux activités du réseau. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Oui, donc on a informé que dans la date samedi qui était 7 mars 2026, la police nationale a mené une opération dans la zone Mazer, à Timorin, côté que malheureusement il y a 3 suspects qui sont mortellement blessés dans l'échange de tirs avec les policiers. Donc, au cours de l'opération Sato, la police a récupéré 2 armes à feu, qui c'est un pistolet de calibre 9 mm, marque illisible, alors numéro illisible aussi, et un revolver de calibre 38 Magnum, ainsi que 12 cartouches. Donc, dans 12 cartouches, il y a 10 cartouches 38 et 2 cartouches 9 mm que la police a récupéré, et un chargeur rapide pour revolver 38, et puis la police a récupéré 3 téléphones, plus quelques papiers, tout, papier, par rapport à terre, que la police a récupéré en possession suspect. Et donc, après constat judiciaire, cadavre suspect est remis par l'autorité compétente pour suivre. Et dans la même soirée, samedi 7 mars, dans l'Indé, il y a une opération côté que la police a arrêté 2 suspects et ils ont arrivé à récupérer une arme créole en possession. Donc, 2 suspects, c'est des nègres, et selon l'information que nous recevons, qui a habitué à faire braquage dans la zone L'Indé. Et puis ensuite, dans le cadre de la même opération qui était faite samedi 7 mars 2026 dans la zone Mazer. Donc la police a poursuivi la recherche puisque le suspect a été en pile, c'est pas 3 seulement retenus. Et il y a plus gros armes, toujours que les armes dans ce palais. Et c'est ainsi que la police hier a récupéré un pistolet de calibre 45 et puis 13 cartouches. Donc ça il était en possession. C'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 11 mars 2026, 3e numéro de ce grand journal pour cette semaine. Mais avant de partir, couleur du temps. Oui, lundi beau temps, mardi beau temps, aujourd'hui mercredi, température maximale 58 degrés Fahrenheit, température minimale 47 degrés Fahrenheit. Température ressentie dans la journée autour de 55 degrés Fahrenheit. Ciel généralement nuageux à couvert, risque de pluie faible, environ 6%. Humidité autour de 75%. Précipitation pratiquement autour aucune pluie prévue. Vent moyen environ 14 et plutôt 22 km par heure. Direction dominante sud-est à sud-ouest. Sensation très légèrement
venteux, mais relativement doux pour mars. C'est la fin de la page météo dans ce grand journal. Erlich Dorellas au micro pour présenter le grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, Swag Radio sur Alexa, Alexa Open, Swag Radio, Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours, 24 heures sur 24. Les infos sans cassure et sans bavure, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'infos. Brothers Café Créole, le place to be, la bonne cuisine haïtienne sans limite au 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 294 1425. Brothers Café Créole, delicioso. Joyeux mercredi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.